Bonjour tout le monde. On va attendre un petit peu que des gens qui courent, qui viennent de réaliser qu'ils avaient mis une alarme sur leur téléphone. JVL à 13 heures, j'en suis persuadée, là, il y a des foules en délire en ce moment qui quittent les parcs, qui s'en vont trouver une connexion Wi-Fi pour assister à ce formidable webinaire. Une deuxième année quand même pour une journée JVL sur le web. C'est sûr que l'an prochain, on va être capable de faire ça en personne, surtout que ça va être le 40e anniversaire, on aura de quoi fêter. Fait que je vais juste attendre quelques instants, mais dire quand même qu'on a déjà des gens exceptionnels qui sont avec nous. Eve Salvaille, qui est la porte-parole cette année, avec qui je vais m'entretenir un peu plus tard. Martine Roy, bon, Julie-Antoine, Nathalie Di Palma sont là. Alors, vous êtes de plus en plus, je devine nombreuses. Je ne sais pas quel est le genre dominant des gens qui assistent au webinaire en ce moment, mais j'ose croire qu'il y a beaucoup de lesbiennes. Je le souhaite. Je souhaite qu'il y ait toutes sortes de monde. L'an passé, mes deux parents, ni un ni l'autre sont lesbiennes, ni mon père ni ma mère avaient assisté. Alors, il y a peut-être des parents qui sont là, il y a peut-être des gens de tout acabit. Mais évidemment, pour les lesbiennes que nous sommes, c'est notre journée, entre autres. Alors, je souhaite que vous soyez là en grand nombre. Sinon, je sais que ça va être possible de revoir cette vidéo, voir et revoir et revoir. Mais je me présente, je m'appelle Eugénie Lépine-Londeau, je suis animatrice et chroniqueuse. Et la première journée de visibilité lesbienne, parfois appelée aujourd'hui sous l'acronyme JVL, a été créée à Montréal, donc au Québec, en mars 1982. Cette journée-là vise vraiment à souligner la visibilité lesbienne. Et donc, elle désire mettre de l'avant les enjeux des femmes de la diversité sexuelle, celles qui s'identifient comme faisant partie des communautés LGBTQ+. C'est un moyen de mettre de l'avant nos propres enjeux, souvent invisibilisés au sein des diverses même manifestations LGBTQ+, locales et internationales. Alors déjà dans le monde, mais des fois au sein même de nos propres communautés. Puis en raison de la crise sanitaire liée à la COVID-19 qui empêche les rassemblements au Québec, ben, le réseau des lesbiennes du Québec décide de maintenir la JVL 2020 et 2021, donc encore cette année, sous forme d'une programmation en ligne. Parce qu'évidemment, c'est plus important que jamais de donner de la visibilité aux femmes de la diversité sexuelle et aussi parce que la distanciation physique ne veut pas dire la distanciation sociale. C'est des termes qu'on a quand même voulu réhabiliter rapidement au début de la crise. On essaie de rester soudés malgré donc les distanciations physiques, malgré le fait qu'on ne puisse pas se rassembler. Il me fait plaisir vraiment aujourd'hui d'accueillir Eve Salvaille à titre de porte-parole de la JVL 2021. Eve Salvaille est gérée de Jean-Paul Gaultier. Elle a été la première mannequin québécoise à faire sa marque sur la scène internationale. Au fil des décennies, Eve n'a pas hésité à s'impliquer auprès de diverses causes qui lui tiennent à cœur. Et la JVL, ben, y échappe pas. Merci, Eve, d'être avec nous aujourd'hui pour partager ce moment. Nous, on va avoir la chance, comme je le disais, de nous entretenir un petit peu plus tard, dans quelques minutes, donc juste après les différentes prises de parole protocolaires, mais importantes quand même. Je veux aussi parler des prix qui sont remis aujourd'hui. Avec la remise des prix JVL, le Réseau des lesbiennes du Québec désire souligner l'apport, l'implication et le travail de femmes importantes qui n'ont pas hésité à s'afficher vraiment, à être visibles pour mettre de l'avant les enjeux des femmes de notre communauté. Cette année, c'est l'humoriste et comédienne Catherine Levac qui mérite le prix Visibilité lesbienne, alors que Diane Obomsawin, BDiste de renom, mérite le prix Hommage pour l'ensemble de son œuvre. Si je peux me permettre, l'œuvre de Diane, moi, m'a effectivement beaucoup aidée. Je fais une fierté d'en avoir dans ma bibliothèque. Alors, effectivement, je pense que pour toute personne, peu importe l'âge, c'est bien de se plonger et se replonger dans son œuvre. Puis Catherine, évidemment, ben, qui a été, entre autres, une femme très visible avec faisant la couverture de magazines comme le Elle Québec, etc. Alors, c'est apprécié. Félicitations à toutes les deux. Je veux parler, bon, évidemment, Nathalie Di Palma effectue son premier contact avec la communauté gay et lesbienne auprès de Jeunesse Lambda en 1993. Depuis, elle a pris la parole pour le volet jeunesse pendant des audiences publiques organisées par la Commission des droits de la personne du Québec sur la discrimination
la violence vécue par les gays et lesbiennes au Québec, menant au rapport intitulé « De l'illégalité à l'égalité ». Elle a été cofondatrice et présidente de l'Association gay et lesbienne du Cégep du Vieux-Montréal, en plus d'y organiser les fiertés pendant plusieurs années. Elle s'est également impliquée pendant 10 ans au GRI Montréal comme intervenante, puis elle a démystifié l'homosexualité auprès des communautés culturelles comme chargée de projet à la Fondation Émergence. Elle a cofondé le RLQ, participé au premier Outgame à Montréal et participé à plusieurs émissions de télévision afin de démystifier les enjeux des communautés lesbiennes. Elle s'est jointe à l'équipe de l'émission de radio La Balade des Furies, qui deviendra Lesboson, qu'elle anime toujours depuis 2005. Aujourd'hui, elle est présidente au RLQ et anime une émission par mois avec l'équipe de Fraîchement Jeudi à Radio Centre-Ville. Bref, Nathalie a reçu également une médaille de l'Assemblée nationale en 2019 afin de souligner ses 27 ans de bénévolat au sein de la communauté LGBTQ+. C'est pas rien. Félicitations. Merci, Nathalie. Merci d'être là. Je continue les présentations avant de vous passer la POC, évidemment, pour que vous puissiez vous adresser à tous ceux et celles qui sont avec nous présentement, en parlant de Julie Antoine. Julie Antoine est détentrice d'une maîtrise et d'un micro-programme de deuxième cycle en art-thérapie de l'UQAT, ainsi que 2 baccalauréats en psychologie, parce que quand on a un, tu veux forcément un deuxième, et en art visuel et médiatique de l'UQAM. Julie travaille auprès des enfants et des adolescents pendant plusieurs années comme intervenante, mais aussi comme art-thérapeute. Depuis 2017, elle dirige les actions politiques et sociales du réseau des lesbiennes du Québec afin de sortir de l'ombre les différentes réalités avec lesquelles les femmes qui aiment les femmes sont aux prises au Québec. Féministe et lesbienne, elle lutte activement pour les droits des femmes LGBTQ+, auprès de diverses instances tant politiques que sociales en ce qui concerne la qualité de vie des femmes et de la diversité sexuelle. Elle n'hésite guère à élever la voix afin de dénoncer les injustices et à revendiquer les droits pour celles qui ne peuvent pas le faire. Étant mère de 2 jeunes filles avec sa conjointe, proposer des modèles positifs et diversifiés de lesbiennes devient ici un facteur incontournable de motivation pour nourrir son militantisme au quotidien. Elle rêve d'un monde juste où les femmes briseront les plafonds de verre, retrouveront leur pouvoir d'agir afin de changer les paradigmes désuets qui étouffent nos sociétés et qui ne proposent plus d'avenir positif pour l'humanité. Merci, Julie, pour tout ton engagement. Tantôt, tu te demandais si on entendait tes filles, je pense, derrière. C'est pas grave si on les entend. Elles font partie du changement, elles aussi. Alors, sans plus tarder, je vous propose le mot d'ouverture donc par la présidente du conseil d'administration du Réseau des lesbiennes du Québec, Nathalie Di Palma, puis suivie de la directrice générale, Julie Antoine. Merci beaucoup, mesdames, d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour. Au nom du Réseau des lesbiennes du Québec, j'aimerais remercier d'abord Eugénie Lépine-Blondeau qui, pour une 2e année consécutive, est présente avec nous afin d'animer la JBL. Merci, Eugénie. Merci à Eve Salvaille aussi d'avoir accepté d'être notre porte-parole. Merci beaucoup. Merci à toute l'équipe du RLQ qui ont fait un travail colossal en temps de pandémie afin de permettre la tenue de cet événement. Merci aussi à celles qui sont présentes aujourd'hui, car sans vous, ce type d'événement n'aurait pas lieu. Vous en faites un moment positif, rassembleur et visible. Merci à tous nos membres qui, depuis des années, nous suivent et nous encouragent à travers les tempêtes et les moments de joie. Merci de croire en nous, on a besoin de vous. Merci. En fait, je suis moi-même membre du RLQ depuis 1996 et je suis très heureuse de voir les avancements des droits de nos communautés depuis toutes ces années. Ce type d'événement-là est la preuve que plus on milite, plus nous sommes visibles et plus on acquiert des droits. On le voit à travers les enquêtes et les sondages. Les femmes de la diversité sexuelle ont des besoins immenses. Il reste du chemin à faire et nous sommes là pour vous représenter du mieux qu'on peut. C'est pour ça qu'on organise la journée de visibilité lesbienne. C'est à travers nos défis et nos moments positifs que nous pouvons créer un mouvement fort et libérateur, comme ce qu'on vous présente aujourd'hui pour fêter la 39e année de la JBL. Merci beaucoup d'être là. Merci Nathalie, merci à toutes. Je ne sais pas si vous en prenez conscience, mais un de mes rêves se réalise. Je suis entourée de femmes qui ont brisé des plafonds de verre une à une. Donc, je vous remercie, mesdames. Vous avez fait un chemin incroyable avec vos parcours. Donc, vous faites un petit peu de ma journée un rêve qui se réalise. Merci beaucoup. Donc, comme je l'ai dit, je m'appelle Julie Antoine, directrice du Réseau des lesbiennes du Québec depuis maintenant 4 ans.
Le Réseau des lesbiennes du Québec a été créé en 1996 grâce à l'initiative de citoyennes lesbiennes militantes. C'est le seul organisme communautaire en défense collective des droits qui représente exclusivement les femmes LGBTQ2S+, du Québec qui aiment les femmes. Le RLQ agit à titre de porte-parole et d'interlocuteur principal auprès des instances politiques et décisionnelles en ce qui concerne les enjeux touchant de près ou de loin nos communautés lesbiennes. On représente plus de 800 membres individuels de tous les âges et 7 groupes nationaux, régionaux et locaux. On représente politiquement les femmes de la diversité sexuelle des 17 régions du Québec, de toutes les classes sociales, de toutes les communautés culturelles, des différents points de vue politiques, avec ou sans handicap, et on porte une attention particulière aux différents systèmes qui entourent de manière positive ou négative nos communautés. Donc, une attention particulière à l'analyse intersectionnelle. Le RLQ est le seul organisme de la sorte au Québec. Ça fait qu'on est un petit peu l'incontournable en ce qui concerne les enjeux des femmes de la diversité sexuelle, et ce, depuis 25 ans. Et depuis maintenant 3 ans, on est le seul organisateur de la journée de visibilité lesbienne et on est très contente de se la réapproprier, de pouvoir le faire aujourd'hui. Donc, je vous remercie encore une fois de tous et tous d'être présentes avec nous et je laisse la parole à Eugénie et Martine. Merci. Et Ève, évidemment. Oui, bien, nous, ce sera sans plus tarder, mais effectivement, je vais vous présenter d'abord Martine Roy de chez TD, qui affiche doublement ses couleurs, triplement, je vais dire. Premièrement, je pense qu'elle nous dit avec son micro-casque qu'elle travaille le week-end chez McDo. Je pense que c'est ça. Sans blague, tu pourrais présenter toutes tes couleurs, ton beau chandail, le spread the word. Oui, mais c'est ça, j'essaie d'avoir un peu de tout. Je suis toujours fière de la TD, mon chandail et tout. Alors, bonjour, merci Eugénie, c'est très gentil. Merci Ève Salvaille d'être là, Nathalie, Julie, Antoine et tout le monde qui sont présents aujourd'hui. Je sais que virtuellement, c'est pas évident, mais on est ensemble. C'est ça qui était vraiment l'important. Alors, je me présente, mon nom est Martine Roy. Je suis directrice régionale du développement des affaires LGBTQ2+. Au Québec, puis le reste, l'Est du Canada. Mais si vous avez bien entendu mon titre, c'est particulier. C'est la seule institution financière que ce rôle-là, qui a vraiment décidé que le LGBTQ faisait partie des affaires. Et c'est chez TD. Alors, c'est pour ça que je suis rendue chez TD et j'y crois vraiment. Je suis vraiment impliquée aussi dans la communauté parce que je pense qu'on fait partie de toutes les communautés. Alors, ça fait de nombreuses années que je m'implique. J'avais même partie de Bad Girls Club Montréal dans le temps. Alors, on va de loin et vraiment, au nom de la Banque TD, il me fait plaisir de vous accueillir à cet événement spécial organisé pour la Journée de visibilité lesbienne 2021. C'est pour une 3e année consécutive que la Banque TD est fière de soutenir cette initiative positive et d'envergure qui met de l'avant une multitude de talents et de personnes inspirantes. Cette visibilité lesbienne est primordiale et c'est grâce à des journées comme celle-ci, ainsi que des projets comme Zine des portraits lesbiens, que nous donnons du pouvoir, ainsi que des modèles à nos communautés. Chez TD, nous tenons à développer des relations durables et des initiatives qui deviennent des piliers et des incontournables année après année. C'est pour ça que c'est très important pour nous d'être encore là après la 3e année avec la JVL, puis on va continuer. Puis en même temps, je voudrais féliciter les 2 récipiendaires de cette année, Ardiane Obansawin et Catherine Levac. Quelle fierté, vraiment, je suis vraiment, vraiment fière. Et bravo par 2 parcours vraiment inspirants. Je voudrais aussi féliciter également toute l'équipe de la RLQ pour un super beau travail et tout le monde qui a aidé à ce que ça se réalise aujourd'hui. Je voudrais juste finir avec un petit mot de Sylvie Demers, qui est la première vice-présidente du réseau des succursales à Montréal. C'est la présidente du groupe TD au Québec. C'est vraiment une alliée là, incroyable. Moi, j'adore travailler avec elle. Je suis vraiment privilégiée de travailler avec elle. Alors, pour elle, c'était important qu'aujourd'hui, je donne un petit mot de sa part à vous toutes parce qu'elle y croit vraiment. Alors que les communautés LGBTQ2+, continuent de faire bouger les choses, une chose est claire, nous avons besoin les uns des autres pour continuer à apporter des changements concrets. La fierté est un mouvement qui nous permet de nous rassembler, de célébrer nos progrès et de changer réellement les choses. Par l'intermédiaire de la promesse TD, prête à agir,
notre plateforme d'entreprise citoyenne à l'échelle mondiale. Nous sommes fiers de soutenir la Fierté 2021, JVL et d'autres initiatives LGBTQ2+, qui contribuent à ouvrir les portes à un avenir plus inclusif et durable. Sur ce, merci beaucoup tout le monde. Je vous souhaite une super belle journée. Je suis vraiment impressionnée de toutes les personnes autour de la table. Inspirant. Merci. Merci Martine, puis on s'était tellement énervés que j'ai même pas eu le temps de te présenter formellement, de lire un peu ta bio. Fait que je vais en lire un extrait avant de m'entretenir avec Eve. Mais Martine, tu l'as dit, tu es une grande militante. Bon, tu as travaillé pendant 20 ans chez IBM. Tu as créé, entre autres, des groupes ressources afin de soutenir les employés LGBTQ+. Tu t'es engagée à fond dans la sensibilisation du personnel. Quelques années plus tard, bon, tu as toujours été une grande militante pour les droits des personnes LGBTQ+. Tu as à cœur, que tu as à cœur, ben voilà, tu es une grande militante. Excuse-moi, j'essaie d'adapter comme ça, là. Mais bref, je vais lire ce qu'on m'avait écrit, ça va être plus facile, OK? Congédiée des Forces armées canadiennes pour son homosexualité à 19 ans, Martine a mené le recours collectif qui s'est conclu par des excuses du gouvernement fédéral en 2017. Je pense qu'il faut absolument nommer ça, Martine. Martine a siégé comme membre du conseil d'administration de Fierté au Travail Canada pendant 10 ans, organisme basé à Toronto qu'elle a fondé avec 7 autres personnes. Elle a également été présidente de la Fondation Émergente jusqu'en 2015. Puis au fil des années, leader de l'inclusion en milieu de travail, Martine a reçu de nombreux prix et distinctions. En 2017, elle s'est vue décerner la médaille de l'Assemblée nationale du Québec. C'est pas rien tout ça là, comme fiche de route, hein? Fait que, comme feuille de route. Alors, merci beaucoup, Martine. Merci pour ton mot également. Alors, Eve, on se retrouve en tête à tête avec quelques dizaines de personnes ici qui sont avec nous à l'écoute. D'abord, enchantée, ça me fait vraiment plaisir de te rencontrer. Je te connais depuis avec toi. C'est la première fois qu'on se parle. Merci beaucoup d'être là. Merci, merci. Est-ce qu'on m'entend bien? Très bien. Parfait. Moi, c'est un honneur. Merci de m'avoir demandé de faire partie de cette belle journée-là, la 39e, puis je devrais être là à la 40e, donc gardez les yeux ouverts. Soyez là l'année prochaine aussi. Puis vraiment, c'est un honneur. Puis d'un côté, ça m'attriste qu'on ait besoin de faire une journée pour mettre notre pied à terre, nous les belles lesbiennes, mais en même temps, merci de créer ce bel événement-là. On a 20 minutes à peu près ensemble, 20-25 minutes. Moi, j'ai l'impression que je pourrais faire un grand entretien de 2 heures avec toi, tellement il y a de trucs, mais on t'a présenté brièvement tantôt pour tes mannequins, et le mannequin est absolument impossible à oublier, là, comme étant la première Québécoise à s'être démarquée à l'international, mais aussi bon, la première Girl with the Dragon Tattoo. C'est vraiment ça, c'est sûr. Tu es aussi animatrice, chanteuse, DJ, conférencière, dessinatrice, femme d'affaires, actrice, autrice. Bon, d'ailleurs, tu as lancé une autobiographie récemment, il y a quelques mois déjà, qui s'appelle Toi et t'es belle. J'aime beaucoup le titre. Alors, j'ai envie de te demander, qu'est-ce que t'es pas, en fait? Je joue pas au piano. Pianiste, OK, c'est bon. Mais tu as la musique quand même dans l'âme un peu. Oui, mais c'est ça, j'aime ça toucher à tout, mais je suis surtout une artiste. Qu'est-ce que je suis pas? C'est je suis une femme d'affaires puis un entrepreneur, mais je suis pas une personne qui serait capable de faire un job 9 à 5. Donc, Tu as grandi à Matane. Est-ce que tu es là présentement? non, je suis à Saint-Adolphe d'Howard. Je me fais manger par les mouches. Est-ce que tu rêvais déjà très jeune d'être mannequin? Je m'excuse, mais ça coupe un petit peu. Tu peux-tu répéter la question, s'il te plaît? Je vais essayer. Ben tiens, il y a quelqu'un qui a dit ça aussi. Suis-je la seule personne à mal entendre? Je vais essayer à mal entendre. Est-ce que je vais continuer de parler? Oui, c'est mieux, là. C'est mieux là? OK. Attends, Florence va venir à ma rescousse. Parler pour vous dire des niaiseries. Oui, je peux parler. Ben écoute, moi, j'ai commencé à être mannequin à l'âge de 18 ans. J'ai participé à un concours, le concours Clin d'œil, et j'ai fait le mannequin un peu en tant que mannequin de catalogue.
Puis j'aimais pas ça, j'étais plus que ça, je trouvais. Fait que j'ai rasé ma tête, fait un tatou, puis je suis devenue, en espace de 2 secondes, mannequin à Paris. Mais j'ai toujours gardé ce secret-là de lesbienne parce que j'avais honte d'être gay, puis je pensais que c'était quelque chose de pas correct avec moi. Peut-être parce que je viens de ma petite patelin, puis c'était mal vu à ce moment-là, dans les années 80, je ne sais pas. Et ça m'a pris du temps avant de faire mon coming out. Oui. Tu veux parler? Parce que c'est super intéressant ce que tu dis, puis on a juste des petits problèmes de son. Donc là, je voulais savoir si toi, tu m'entends bien maintenant. Est-ce que tu m'entends mieux? Oui. Est-ce que toi, tu m'entends bien maintenant? De ton côté, ça bug un peu, mais je pense qu'on va être correct. On a essayé de gérer des choses. On va continuer comme ça. Écrivez-nous s'il y a un problème de votre côté. Puis Ève, on va être capable de rentrer en communication d'une façon ou d'une autre. J'en suis persuadée. Tu disais que ça avait pris du temps avant que tu assumes ton homosexualité. Puis c'est sûr que je veux qu'on revienne là-dessus. C'est d'ailleurs le propos. Mais j'ai besoin de comprendre. Bon, il y avait ce concours clin d'œil auquel tu as participé. Tu as été retenu. À un moment donné, tu dis, j'étais allée à Paris, je suis devenue mannequin, je me suis fait tatouer. Ça, c'est comment tu le racontes maintenant. Mais à ce moment-là, je pense que tu es quelqu'un d'assez audacieuse, peut-être impulsive. Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu t'es dit, hey, moi, je vais me distinguer avec le crâne rasé puis un tatou, que ça a fonctionné? C'est vraiment... tu sais, quand on est jeune, on a moins peur, hein? On fait des niaiseries, puis on n'a pas peur. C'est en vieillissant qu'on commence à avoir peur, puis on voit les conséquences de nos folies. Donc, à cet âge-là, je pense qu'à 18-19 ans, moi, je m'étais dit, je vais être la première mannequin rasée, puis j'avais pas de... Même pour le tatouage sur la tête, je n'avais pas d'idée des conséquences de tout ça, ni que probablement que ça ne pourrait pas marcher, tu sais. Fait que je me suis vraiment lancée à faire ça. Puis toutes mes agences, un tatouage sur la tête, ça fait très mal. Si vous allez vous faire tatouer sa tête, c'est pas à conseiller. Puis je l'ai continué parce que je voulais pas avoir l'air fif puis sortir de là avec la moitié d'un tatou sur la tête, tu sais. Fait que je me suis dit, je vais être tough, je vais le toffer. Mais de deux, quand je suis arrivée dans mes agences de mannequins, parce qu'on ne peut pas travailler, c'est pas un travailleur autonome d'être mannequin, là, ça prend un agent, absolument. Ben moi, je suis arrivée chez mes agences, puis je leur ai dit, hey, je vais être la première rasée, puis ils m'ont laissé tomber. Ils ont dit non. Final bâton, j'ai perdu toutes mes agences, en fait. Toute ton audace, tout le courage dont tu avais fait preuve, toi, tu voulais te distinguer, on t'a laissé tomber pour ce que tu... Pourquoi? Parce que ton image choquait? Parce que tu faisais peur? Parce que tu avais pris cette décision-là sans leur demander? Oui, ben c'est un peu comme pourquoi est-ce que les gens nous jugent en tant que lesbiennes? Je veux dire, ça ne change absolument rien sur notre talent, nos capacités, notre intelligence, notre... Fait que c'est pourquoi, je ne sais pas, c'est de la peur encore. C'est peut-être que ces gens-là se sont dit, bon, ben, ça ne sera pas vendable, une mannequin sans cheveux. Maintenant, c'est banal. On en parle, puis un tatouage, c'est banal aussi. Mais dans ce temps-là, en 1991, un tatouage sur une fille, sur une tête, une mannequin rasée, avec un tatou sur la tête, juste un tatouage, point final, tu avais passé en prison, il n'y avait aucune raison autre que ça pour laquelle tu aurais un tatouage. Donc, c'était très, très fort comme look. Mais moi, comme je disais, j'étais nonoune un peu. Je n'avais pas l'idée des conséquences de ce que je faisais. Moi, je faisais juste ça pour être flyée. Puis... Mais c'est ça, ça a mal passé. Fait qu'il a fallu que j'aille acheter une perruque. Je me suis acheté une perruque, tu sais, avec des cheveux jusqu'ici. J'étais dans une agence que je connaissais qui ne savait pas que j'étais rasée parce que ce n'était pas encore connu comme fait. Puis, il y a eu... Je suis encore là. Oh, fait que c'est ça, j'ai été dans une agence, puis j'ai attendu qu'ils signent le contrat avec moi. Pas d'1 an, mais de 2 pour être safe, tu sais. Puis une fois qu'ils l'ont signé, j'ai dit, j'ai quelque chose à vous dire, puis pouf, j'ai enlevé la perruque. Wow! La face leur a tombé, man. Comment? La face leur a tombé, là. C'était super gros choc, mais là, il était pogné avec moi pour 2 ans, fait que... Est-ce que c'est En tout cas, fait que
C'est ça. Après ça, je suis devenue connue, ouais. C'est à ce moment-là que Jean-Paul Gaultier t'a découvert. Oui. Ça a été quoi le déclic? Avec Jean-Paul, c'était, j'avais fait un shoot avec Carl Lessard, un grand photographe de Montréal, puis les photos étaient exposées dans un café, puis Jean-Paul aime beaucoup les petits garçons, les petits Canadiens, les petits Québécois. Fait qu'il est venu voir un petit Québécois, puis il a été dans ce café-là, il a vu les photos, puis ça a fait boule de neige immédiatement, là, lui. C'est ça. Puis je me suis retrouvée à Paris sans savoir vraiment qui était Jean-Paul Gaultier non plus, mais je me suis retrouvée à Paris à faire son show. Puis après ça, ça a dégringolé. Puis je suis partie en... Tu sais, j'ai eu une super de belle carrière après ça. Ça a été à 100 000 à l'heure. Puis tu sais, les agences qui m'ont laissé tomber, là, haha! Aujourd'hui, puis à l'époque. À ce moment-là, tu as quel âge? 20 ans. Tu as 20 ans. Est-ce que tu te poses déjà des questions sur ta sexualité? Non, ma sexualité, moi, quand j'étais très jeune, j'avais demandé à ma mère comment je pouvais faire pour avoir un pénis. Puis elle m'avait expliqué, elle m'avait parlé comme une adulte. J'étais très jeune, là. Puis elle m'avait expliqué en tant qu'adulte, j'ai été vraiment chanceuse de tomber sur des parents qui m'ont adoptée, qui étaient extrêmement ouverts d'esprit. Puis maman m'avait expliqué que c'est plus difficile, puis c'est une chirurgie qui est difficile, etc. Mais moi, je voulais être un garçon, absolument. Puis c'est ça, à un moment donné, j'ai découvert que j'étais lesbienne puis que j'étais attirée vers les filles, mais je ne l'ai pas dit. Je l'ai gardé en dedans parce que, comme je disais, dans les années 80, à Matane, c'était pas très bien vu. C'est intéressant parce que souvent, l'hétéronormativité, le fait qu'on doit toujours... tout ce qu'on voit, surtout dans les années 90, ça a toujours été un couple homme-femme, les modèles de famille homme-femme. Il y a comme, j'ai l'impression que ça doit moins être comme ça, mais dans une certaine époque, les femmes lesbiennes pensaient donc qu'il fallait être un gars pour aimer les femmes. Tu sais, comme si le lesbianisme n'existait pas. As-tu l'impression que c'est un peu ça qui s'est... C'était pas tant une dysphorie de genre que plus il fallait recréer un modèle, puis un modèle, c'était un gars puis une fille. Fait que si tu voulais être avec une fille, il fallait être un gars. C'était ça qui se passait dans ta tête? Ben non, mais j'avais entendu tu sais, il y avait des flots à mon école qui disaient « Arc, elle est Gwyn » en parlant d'une autre fille. Puis c'était des oui-dire. Ouais. Mais moi, je savais en dedans de moi que j'étais ça. Ce Gwyn-là, qui était quand même un mot pas très gentil. Puis je savais que c'était avec dégoût qui parlait de cette fille-là. Puis je savais que je faisais partie de cette catégorie-là. Fait que je me suis dit, il faut que je me ferme la gueule, là. Je ne veux pas me faire écœurer dans le cours d'école. Donc, c'est... Mais tu sais, encore là, je rappelle, tu sais, j'ai été adoptée par des parents vraiment extraordinaires qui m'ont expliqué beaucoup plus tard, quand j'ai fait mon coming out, que ils m'ont dit, ils ne comprenaient pas pourquoi je faisais mon coming out. Puis je leur ai dit, c'est peut-être pour inspirer quelqu'un, tu sais, de savoir que moi, j'ai réussi dans la vie, j'ai été partout dans les médias, puis je suis une image de la femme très, très belle. Pas pour dire que je suis belle, pas pour me vanter, mais juste pour dire, les mannequins, on est considérés quand même comme des belles femmes. Puis moi, je suis gay. Fait que pour dire, peut-être que toi aussi, tu es capable de dire que, hey, moi, je suis comme Ève Salvaille, tu sais. C'est pas laid, c'est pas dégueu d'être lesbienne, c'est cool, c'est... En tout cas, fait qu'eux autres, ils m'ont dit, ma mère, elle m'a dit, c'est triste parce qu'elle dit, moi, quand je me présente à quelqu'un, je dis pas, bonjour, je m'appelle Lise, je suis hétérosexuelle. C'est triste que moi, je doive le dire, tu sais. Bonjour, je m'appelle Ève, je suis homosexuelle. Est-ce que tu as besoin de le dire chaque fois encore? Pardon? As-tu besoin de le dire à chaque fois encore? Non, mais de faire un coming out, d'aller dans une émission de télé très, très reconnue aux États-Unis pour dire « moi, je suis lesbienne » en espérant peut-être inspirer quelqu'un à se sentir OK avec ça, parce que moi, j'avais honte. Fait que je me suis dit peut-être qu'il y a quelqu'un qui a honte quelque part, puis ça va les inspirer à ne pas avoir honte de ça. Mais aujourd'hui, je suis fière d'être gay, puis c'est encore la même thématique si je peux inspirer quelqu'un. Merci, Juliette. Les gens écrivent bravo. Tu as fait
tu dis que je pense que tu l'as annoncé à ta famille bien avant de faire un coming out public. Tu t'en as parlé un peu, mais pourquoi est-ce que c'était important, c'est ça, au-delà du modèle, est-ce qu'il y avait quelque chose d'important pour toi de faire ce coming out public-là, de le dire au monde entier? As-tu eu peur aussi de le faire? J'ai eu très peur de le faire. Ça m'a pris des années avant d'avoir le courage de le faire. Puis c'est ça, avec ma famille aussi, j'ai eu peur. J'ai eu peur qu'ils m'aiment plus. Tu sais, qu'ils arrêtent de m'aimer à cause de ça, ou que je sois jugée, ou j'avais peur. Moi-même, j'avais honte. Puis plus tard, je me suis rendu compte que le plus gros morceau était mes propres sentiments envers le fait que j'étais gay. Tu sais, c'était pas les autres. L'opinion des autres importe peu là-dedans. C'est mon opinion envers moi-même qui était difficile à avaler, je trouvais. Ça m'a pris beaucoup, beaucoup de temps, puis beaucoup de... Mais une fois que qu'il y a eu... Il n'y a pas eu vraiment de déclic, mais une fois que je suis arrivée à ce moment-là, où est-ce que j'acceptais que j'étais gay, puis je trouvais ça cool d'être gay, ben là, c'est devenu quelque chose dont je suis fière. Ça a passé de honte à « wow, je suis tellement fière d'être gay. Je fais partie de votre communauté, je fais partie de la gang. » Mais ça, c'est intéressant parce que, bon, il y a le mois de la fierté. On parle de la parade de la fierté. C'est un mot qui revient depuis tellement d'années, le sentiment de fierté. Comment tu le décrirais? Pourquoi, c'est quoi être fier de sa sexualité? Comment tu décrirais ça? Yes, Seigneur. Ben, les gens, on a toutes nos petites différences. Il y a tout quelque chose, on a tout un petit quelque chose qui n'est pas pareil comme les autres. Puis ce qui fait qu'on est spécial. Fait que moi, je suis fière de ça parce que ça me différencie des autres. C'est ma différence à moi, c'est que je suis gay. Je suis aussi alcoolique, je suis aussi une artiste, je suis aussi bien des affaires. Ma fierté d'être gay, c'est ma différence. Puis c'est justement, c'est le fun de faire partie d'un groupe. Fait que je fais partie de ce groupe-là. Je sais que j'ai d'affaires ici, là. Je suis avec mon monde. Ça fait partie, comme les autres choses que tu as mentionnées, ça fait partie de ton identité. Oui. Je la barre pas, hein? Non, c'est correct. Ça fait partie de mon identité. Ouais. Vas-y, vas-y. Tu as parlé du fait, hey, moi aussi, ça coupe de mon bord. Là, vraiment désolée pour toutes les personnes qui écoutent. Là. Je ne sais pas comment régler ce problème-là. Je ne sais pas exactement d'où il vient. Je vais poursuivre. On réussit, là, on réussit. Tu as parlé du moment où, quand tu étais jeune, tu as vécu par la bande de la lesbophobie, dans le fond, le fait d'entendre les gens dans le cours d'école traiter le monde de Gwyn comme si c'était un défaut, comme si c'était une insulte. Ça t'a pris vraiment du temps après t'afficher jusqu'à en faire une fierté maintenant. Est-ce que tu trouves que les choses ont changé? Qu'est-ce que tu observes, toi? C'est quoi les enjeux prioritaires, tu trouves, dans nos communautés aujourd'hui? Puis est-ce qu'ils se différencient de ce que tu pouvais observer il y a 20 ans, mettons? Bien, je trouve qu'il y a beaucoup on a évolué quand même, là. C'est sûr que pas assez vite à mon goût, puis pas assez à mon goût, mais je pense que les choses ont quand même beaucoup évolué. De là, tu sais, vous autres, depuis 1980, c'est quand même pas rien. Je trouve que la femme, en général, pas juste les lesbiennes, mais les femmes en général, on est... il faut qu'on continue à faire notre place, disons. Puis on est bonne là-dedans, fait que... Oui. Il y a un truc, c'est quand la première fois que tu as embrassé une fille? À 19 ans. Puis même à ça, ton premier coming out à tes parents, tu le fais à quel âge? 22, peut-être. OK. Fait qu'il y a eu un 3 ans. Fait que ça, c'était pas si pire, mais il y a eu un bout où tu disais que tu l'as caché quand même une partie de ta carrière aussi.
Qu'est-ce qui se passait à ce moment-là, en dedans de toi, à ce moment-là, quand tu savais, tu connaissais ton attirance pour les filles, mais tu le cachais? Comment tu as vécu ça? En fait, je le cachais à la presse parce que je voulais pas faire un drame comme je voulais pas que les gens m'identifient en tant que oh mon Dieu, on a un potin sur Ève Solveig et puis pas vu dans le sens pas mal vu dans tu sais que ça s'est exploité de manière négative. Oh mon Dieu, lesbienne, c'est arc. Donc, je l'ai caché très longtemps, là, du moment. Tu sais, j'ai embrassé ma première fille à 19 ans, puis vous avez les mêmes bugs, désolée, vraiment désolée. C'est peut-être moi, là, moi, je suis sur mon téléphone dans le bois, ça marche. C'est les mouches qui prennent l'Internet. Oui, c'est ça. Fait que c'est ça, j'ai fait mon coming out avec les médias, les photographes, la presse, en fait, à l'âge de 40 ans à peu près. Donc, ça m'a pris du temps, là, beaucoup de temps avant de faire mon coming out. Puis est-ce que tu te sentais mal? Est-ce que tu sentais qu'il y a une partie de toi que tu cachais ou est-ce que tu t'es juste dit c'est une décision que je prends, j'ai pas envie d'en faire un grand cas, je vais vivre ma vie en parallèle puis that's it? C'est quelque chose que je cachais, puis je n'étais pas bien là-dedans, là. C'est pas... j'étais pas bien de le cacher, puis j'étais pas bien de le vivre, j'étais pas bien d'être gay, j'étais pas bien en dedans, là. J'avais vraiment beaucoup de... C'était l'ouragan en dedans. Puis ce sentiment de honte-là que tu as nommé tantôt, ça t'a pris quoi? Ça a été quoi le déclic pour t'en départir? Il y a quelqu'un qui me dit, en fait, c'est Tyra Banks, quand elle m'a demandé d'aller faire mon coming out à son émission, elle m'a expliqué que les gens qui écoutent son émission, c'est des gens qui habitent dans des petites villes, des petits patelins, des petits villages, un peu comme celui dans lequel j'ai grandi, puis qu'il y avait encore beaucoup de... C'était encore souvent mal vu par les familles, comme par les enfants, comme par les adolescents. Fait qu'elle me dit peut-être que ça peut faire une différence. Peut-être que tu peux avoir un reach, une voix. En fait, moi, on m'a donné une voix avec le métier que j'ai. Fait que c'est à moi de l'utiliser à bon escient puis à redonner ce que j'ai eu aussi. Fait que c'est vraiment quand tu as senti que tu pouvais devenir un modèle puis qu'il y en a d'autres. Comme si le fait de savoir que d'autres vivaient ce que tu ressentais, la honte, etc., tu savais que c'était épouvantable de ressentir ça, puis tu t'es dit, je vais essayer de faire changer les choses finalement. Exactement, exactement. C'est de le tourner positif, tu sais, parce que ça peut être très négatif d'être gay, puis d'essayer de le mettre sur un côté positif. Oui. Tantôt, bon, tu parlais de ton métier, le fait d'être mannequin, que c'est vrai qu'on attribue ça à de la beauté, forcément. Mais après, tu as dit, ben, je dis pas que je suis belle nécessairement. Moi, je te confirme, là, je pense qu'on peut le dire, là. T'es magnifique, hein? Puis, tu as toujours eu, bon, les cheveux rasés, qui peut être attribué parfois à ce qu'on va appeler comme tomboy, mettons. Est-ce que tu as eu, je ne sais pas à quel point on t'a collé cette étiquette-là, mais est-ce que tu as vécu je sais pas comment dire ça, mais est-ce que, mettons, on te traitait de lesbienne, tu sais, comme de Gwyn, comme on disait, sans savoir que tu étais homosexuel? Est-ce que tu as vécu de la lesbophobie avant même de faire ton coming out public? Non, il faut se ramener au début des années 90. Dans ce temps-là, c'était vraiment en même temps que la phase de c'est cool d'être lesbienne. Puis Madonna avait embrassé Britney Spears. Il y avait la chanteuse qui était sur le cover du grand magazine, je me rappelle pas, quelque chose comme ça. Puis, c'était très bien vu comme. Fait que les gens voulaient que je sorte là-dedans. Mais moi, j'étais pas. Non. La seule fois où est-ce que c'était négatif pour moi d'être lesbienne, c'est quand un monsieur me crousait puis je disais non, j'aime les filles, j'aime pas les hommes. Ben la plupart du temps, il voyait ça comme un défi. Puis là, il voulait essayer. T'sais? Il se disait c'est parce que t'as pas rencontré le bon gars. Moi, je suis le bon gars. Oui, ça, je peux te confirmer que ça n'a pas changé, malheureusement, ce genre de réflexion-là, des années plus tard. Peut-être que tu te le fais dire encore beaucoup. Et après avoir fait ton coming out, est-ce que tu as l'impression que tu as vécu de l'homophobie, de la lesbophobie?
de façon publique ou même privée dans ta vie? Non, j'ai été vraiment chanceuse là-dessus. Merci l'univers. Tantôt, tu as dit, je fais partie, j'ai l'impression que je fais partie d'une gang. On fait partie de la même gang. Puis c'est vrai que c'est souvent ce qu'on va dire, c'est ce qu'on découvre beaucoup quand les liens qu'on tisse. Des fois, on peut croiser des femmes lesbiennes, puis on ne se connaît pas tant que ça, mais on sait qu'on a un dénominateur commun, puis c'est suffisant, pour créer des liens presque automatiquement. Puis ça m'amène à parler de la couverture que tu as faite pour le magazine LSTW il y a quelques années déjà. Tu étais donc la couverture de ce magazine qui est le seul magazine lesbien au Canada. C'est un magazine bilingue. Aujourd'hui, tu es la porte-parole de la JVL. Après avoir été l'égérie de Jean-Paul Gaultier, tu te sens un peu comme l'égérie de la communauté lesbienne? Ça serait trop un honneur. Fait que je ne me sens pas encore, mais si tu me donnes le titre, je vais le prendre avec grand honneur. Ben, c'est pas juste moi qui peux t'attribuer ce titre-là, mais je suis persuadée qu'on est plusieurs à le penser. Je vois Juliette là, qui répond oui. Alors voilà. Si tu me permets, je vais lire quelques commentaires qu'on a reçus pendant la discussion. Romy qui nous écrit « Je suis une femme dans un corps d'homme et je participe pour la première fois au JVL, membre depuis peu, en cheminement pour la transition physique. Je découvre un nouveau monde qui a l'air absolument formidable. Merci d'exister. Vive les femmes qui aiment les femmes. » Alors, bienvenue, Romy, dans ce club select, en fait, j'ai envie de dire. Et puis, il y a Anne qui nous écrit « Bravo, Ève, c'est vraiment très apprécié qu'une personnalité publique puisse s'afficher en tant que lesbienne. » As-tu l'impression que des fois, c'est lourd à porter? Non, c'est tellement un bel honneur, écoute. Moi, j'ai reçu ma carte de lesbienne officielle parce qu'ils ne donnent pas ça à n'importe qui, là, tu sais. Moi, je dis souvent ça. Je dis souvent que j'ai ma carte de membre de la communauté LGBTQ+, mais je me la suis créée moi-même. Il n'y a personne qui me l'a donné. Ève, en terminant, j'ai envie de te demander, on a parlé du chemin qui a été parcouru, puis je pense effectivement qu'il y en a énormément. C'est juste le fait... je pense d'ailleurs que c'est le réseau des lesbiennes du Québec qui a procédé à ça, le fait qu'on a intégré le terme lesbophobie aussi comme une réelle discrimination qui est plus précise que l'homophobie. Tu sais, il y a des petites victoires encore qu'on continue d'avoir, mais il y a des enjeux aussi qui se développent tranquillement, dont on prend plus conscience. Le fait que la discrimination qu'on peut vivre en tant que femme et en tant qu'homosexuelle, tu mentionnais aussi là, le sexisme existe aussi en plus de l'homophobie. C'est quoi les enjeux de la communauté, toi, qui te préoccupent le plus pour les mois à venir ou présentement? La cause qui me touche le plus, pas juste pour les lesbiennes, mais pour les femmes en général, c'est la violence conjugale. Parce que ça arrive aussi entre les filles. Moi, j'ai vécu de la violence conjugale qu'avec des filles. C'était psychologique. Parce que physiquement, ils ne pouvaient pas rien faire, mais quand même, je trouve ça quasiment pire psychologique parce qu'un bleu, ça part après une couple de semaines. Pas ça. Fait que ça me touche, ça m'attriste de savoir que ça existe encore, puis c'est ça, c'est très triste. Tu as tout à fait raison, puis c'est effectivement quelque chose dont on parle très, très peu, la violence conjugale au sein des couples féminins, et je ne connais pas les statistiques, je ne les ai pas sous la main, mais je sais que c'est présent, puis c'est extrêmement tabou. Alors, tu fais bien de remettre ça dans l'ordre du jour, dans notre agenda politique collectif des femmes lesbiennes. Ève, merci énormément pour ton temps aujourd'hui. Chloé nous écrit « Bravo Ève, je suis impressionnée par ton parcours, ta franchise et surtout ta simplicité. Heureuse de faire ta connaissance. » Alors, ben, il y a toi qui est porte-parole de la JVL. On a nommé les autres femmes qui reçoivent également un prix. Je rappelle qu'on peut te suivre sur les réseaux sociaux. Il y a le livre que tu as écrit, dont le titre, je vais le redire parce que j'ai dit que Sois toi et t'es belle. C'est pas, j'ai tout le temps Sois belle et tais-toi, mais c'est ça l'affaire, c'est que c'est le jeu de mots. C'est sois toi et t'es belle. Et c'est vrai, l'authenticité, ça paye, puis tu nous l'as prouvé encore aujourd'hui, Ève. Alors, merci beaucoup. Puis on peut enchaîner donc avec la présentation des prix de la JVL 2021. Merci, Ève.
Merci au Réseau des lesbiennes du Québec pour ce beau prix. Je suis ravie d'être considérée comme un modèle assez trustable pour recevoir cet honneur. Moi, quand j'ai décidé d'assumer publiquement mon homosexualité, en tout cas, je me serais jamais doutée de l'impact que ça allait avoir, des liens que j'allais créer grâce à ça, de tout le positif, en fait, que ça allait m'apporter dans ma vie. Donc, c'est avec grand bonheur que j'accepte ce prix. Prix que mon amoureuse Chloé Robichaud a elle-même jamais remporté. Ce qui fait de moi quelqu'un d'un petit peu plus lesbienne que Chloé Robichaud. Et ça, je pensais pas que ça se pouvait. Mais oui, ça se peut. Faut croire en ses rêves. Merci! Mon nom est Diane Obamsawin. Je fais principalement des bandes dessinées et des films d'animation. Je travaille avec une tablette graphique et un petit stylo. Et c'est à peu près ça ma vie. Et j'en profite ici pour remercier chaleureusement l'équipe du Réseau des lesbiennes du Québec de m'avoir donné ce prix hommage. Merci. Et aussi j'en profite pour donner mon soutien moral à toutes celles et ceux qui souffrent à cause de leurs différences. Et je nous encourage vivement toutes et tous à être fiers de qui nous sommes. Merci beaucoup. Incroyable. Alors, je retiens quand même deux choses de ces témoignages. C'est vrai ce que Diane dit. Des fois, on mesure pas à quel point ça peut être encore courageux de s'aimer soi-même, puis de s'afficher ensuite à cause de nos différences ou soi-disant différences. Je retiens aussi que c'est vrai que notre fierté, c'est quelque chose qui nous unit, puis qu'on a le droit d'en être fier, d'être lesbienne. Je pense que c'est aussi ce que vous ressentez tous et toutes surtout, si vous êtes ici à nous regarder. Et puis, je ris quand même d'entendre Catherine qui dit qu'elle est plus lesbienne que sa blonde Chloé Robichaud. Je ne sais pas comment Chloé se sent par rapport à ça, mais je trouve ça bien correct que ce soit le barème, tu sais, plus ou moins lesbienne que Chloé Robichaud. En même temps, il n'y a pas non plus, c'est pas une course ni une hiérarchie, être plus ou moins lesbienne que quelqu'un, mais quand même. Et effectivement, on vous invitait, on vous disait qu'à venir, il y allait avoir ce zine donc de portrait de la journée de visibilité lesbienne 2021. J'ai ici le 2020. C'est un magnifique objet, vraiment, où il y a différents portraits. Alors, je vous encourage à mettre la main sur l'édition 2021 et aussi de vous abonner à l'infolettre du Réseau des lesbiennes du Québec qui sollicite souvent notre opinion via des sondages, qui nous tient informés de toutes sortes de choses. Moi, c'est une infolette, une des seules que je lis réellement de A à Z. Alors, je vous encourage à faire la même chose. Et puis, sinon, je voulais remercier toutes les participantes, tout le monde qui est à l'écoute présentement. Puis je lance dans l'univers aussi toutes les femmes qui s'affichent dans leur quotidien, qui s'aiment, qui aiment d'autres femmes, qui en sont fières. Je vous lève mon chapeau. C'est vrai qu'on est une formidable communauté. On ne se connaît pas toujours, peut-être parce qu'il y a encore cette crainte-là, parce qu'il y a encore plus d'hommes gays, parfois qui prennent plus la parole ou plus de place au sein des communautés LGBTQ+. Mais quand même, on est une belle gang et je pense qu'on comprend l'intersectionnalité aussi de nos enjeux. Je pense également aux femmes autochtones, aux femmes issues des diversités culturelles. Alors, je vous salue. Je remercie Nathalie, Martine, Ève, Julie, évidemment, merci énormément pour l'organisation de cette journée. Et puis, soyons fiers, tout le monde. Je vous souhaite une excellente journée qui se poursuit encore. Au plaisir de vous revoir l'an prochain pour le 40e méchant gros party de lesbiennes. J'avais envie de dire méchant gros party de Gwyn parce que je veux qu'on se réapproprie ce terme-là. Mais ça sera un formidable party, j'en suis persuadée. Portez-vous bien d'ici là, tout le monde. Merci beaucoup. Salut!